Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Service Gagnant. Avec S, l'émission qui favorise les échanges dédiés aux passionnés de tennis, de paddle et de pickleball. Chaque mois, on vous donne rendez-vous avec ceux qui font l'actualité de ces disciplines, sur et en dehors des cours. Et comme d'habitude, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Germain Gigounon, figure bien connue du tennis bell, tant pour sa carrière de joueur, c'est ça, que pour son rôle de coach de talent comme Isaline Bonaventure, David Goffin ou encore Gauthier Onclin. Bonjour Germain. Bonjour. À vos côtés, Nicolas Loast, CEO du Lotto Bruxelles Premier Paddle, un événement qui a marqué un tournant majeur dans le monde du paddle en Belgique. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on va commencer avec vous et cette actualité justement sur ce tournoi à Bruxelles. Comment cette édition s'est-elle déroulée ? Magnifiquement bien, on est sur la 4e édition et je dois dire qu'on a battu beaucoup de records en termes d'affluence. Donc on a eu pas loin de 30 000 spectateurs payants, parce qu'il faut préciser que le cours 2 et le cours numéro 3 sont disponibles gratuitement au grand public. C'était une demande des fédérations et de la loterie nationale qui nous soutient. Et on dit qu'on estime aujourd'hui autour de 70 000 le nombre de visiteurs sur la semaine, donc gros succès. Et donc très content. Cette gratuité, elle s'était déjà faite auparavant ? Oui, tout à fait. Donc c'est la 4e année qu'on met ce système en place. Ouais. On peut dire que ça a dépassé vos attentes ? On est super content. On voit que le paddle en Belgique est en train d'exploser. Et donc ça se traduit également dans l'engouement qu'il y a autour de l'événement. Donc on peut vraiment que se réjouir de voir, après 4 années, que cette édition de Bruxelles est devenue un événement incontournable du paddle en Belgique, mais également au niveau international. Parce que on a été reconnu par la fédération comme étant un des tournois majeurs. Et donc on peut que s'en réjouir en tout cas. Un grand chelem, on peut dire. Pas encore grand chelem. On nous demande aujourd'hui d'envisager pourquoi pas le fait de devenir P1, donc qui correspond au grand tournoi, donc équivalent à des grands chelems. Et donc on se pose la question, mais il s'agit surtout d'un équilibre financier à trouver. Et donc mais on se pose la question. Oui. Que peut-on dire donc, par rapport à cette édition de la prestation de Clément Gaines, qui, on le rappelle, donc, la semaine passée est sorti des qualifs lors d'un major à Doha, lui qui avait passé justement le premier tour, et ce qui lui a valu de monter à la 83e position. On est très content, bien évidemment, de voir pas mal de joueurs belges qui ont pu disputer, qui ont pu jouer lors du tableau final, grâce à un système de wildcard. Et donc, indépendamment de Clément, c'était très gai de voir pas mal de joueurs belges monter lors du tournoi. Donc, on a pu les voir, et pour les spectateurs, c'est top. Quant à Clément, c'est vrai que je pense qu'il est un peu passé à côté de son match mardi dernier, malheureusement. C'est vrai que sur papier, le match était plus ou moins à sa portée. En tout cas, on s'attendait à ce qu'il montre probablement un meilleur visage, probablement dû au fait qu'il jouait devant le public belge et qu'il y avait pas mal d'attentes. Et il l'a avoué lui-même après le match, comme quoi il n'était pas au niveau qu'il espérait. Mais on peut que se réjouir, en tout cas, en parlant de Clément, de voir un joueur belge petit à petit atteindre les tableaux finaux. Et c'est de bon augure pour la suite, bon augure pour le paddle en Belgique. Et donc très, très content de l'avoir vu lors de la semaine précédente. Oui. Alors le paddle attire de plus en plus de jeunes. Oui. Quelle est la place des clubs justement vers cette démocratisation ? Aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs typologies de clubs. Il y a des clubs qu'on appelle Only Paddle et donc qui poussent vraiment le paddle à fond. Aujourd'hui, il y a pas mal de clubs de tennis qui sont en train de diversifier leur offre et d'intégrer le paddle et le pickleball comme des activités complémentaires au tennis. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de jeunes dans nos clubs aussi à nous, parce qu'à côté de la casquette d'organisateur du tournoi de Bruxelles, on gère pas mal de clubs aussi. C'est vrai qu'on voit des tranches d'âge de plus en plus jeunes. On est en période de vacances maintenant. J'étais à Waterloo dans un de nos clubs ce matin. Il y a pas mal de jeunes qui font des stages de paddle aujourd'hui, donc on peut que s'en réjouir. Et donc on touche vraiment beaucoup de générations, de par le fait que le sport, je pense, est très très accessible et a très peu de barrières à l'entrée au niveau technique. Une personne qui n'a jamais joué est capable très vite, je pense, après 1h30 de prendre du plaisir sur un cours. Et donc voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un nombre de pratiquants qui augmente d'année en année à travers toutes les générations.
Germain, vous, le paddle, on y joue de temps en temps? Oui, un petit peu, de temps en temps. C'est super agréable, je pense. Comme tu dis, je pense que c'est un truc qui est facilement accessible un peu à tout le monde. Et ça permet de très vite s'amuser, ce qui est parfois un peu plus compliqué quand on commence le tennis. Donc, moi, dès que je peux, j'essaie d'y jouer parce que c'est vraiment, vraiment super. Voilà, c'est le côté accessible qui plaît notamment au public. Vous, Nicolas, vous êtes justement le patron de Terreau, qui possède plusieurs grands clubs de paddle en Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce qu'on peut dire que l'expansion du paddle n'a pas de limite? Justement, on en parlait là tout à l'heure avant l'émission. Moi, je pense qu'on va atteindre des limites et qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de prendre le train. Mais je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on connaisse le phénomène suédois où on a eu une offre qui était supérieure à la demande et on a dû démanteler des clubs. Et donc, aujourd'hui, il y a des régions où il y a encore de la place, c'est évident. Mais il y a des régions, malheureusement, où en termes de consolidation, quand on regarde la Flandre aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de clubs. On commence à avoir des clubs qui, en termes de fréquentation, sont en baisse. Donc, je dirais que le mot d'ordre est on peut se réjouir de voir qu'il y a des nouveaux clubs qui arrivent, mais prudence quand même. D'où l'importance, je pense, de diversifier l'offre dans les projets de paddle. Pourquoi pas amener d'autres types de loisirs et pourquoi pas des activités comme le pickleball, le foot indoor ou autre, et avoir des projets hybrides, mais pas only paddle. Ouais. Oui, mais malgré tout, on peut dire que la Belgique reste prête à accueillir, comme ça a été le cas la semaine dernière, des grands rendez-vous de paddle international. Ah oui, ça c'est sûr. C'est évident qu'il y a de la place. On est très heureux de voir que la Belgique est devenue un vrai pays de paddle. Aujourd'hui, a cette capacité, cette chance d'accueillir un événement du Tour mondial. Il y a quand même 24 tournois mondialement. De pouvoir dire que la Belgique organise aujourd'hui un des événements phares du circuit, c'est une super carte de visite pour les fédérations, pour les clubs, pour les pratiquants. Et donc, on peut que s'en réjouir. Oui. Et on compte aussi des tournois internationaux pour les jeunes. Alors l'élite belge, en effet, a la possibilité, parmi les jeunes également, de commencer à voyager de manière internationale pour se mesurer petit à petit à l'élite mondiale. Mais on n'en est pas encore au niveau d'un tour organisé comme celui qu'on a pu vivre l'année dernière pour les hommes et les femmes adultes. Encore un petit peu de patience par rapport à tout ça. Ouais. Alors on va pouvoir revenir sur cet événement et ces derniers points qu'on voit en images avec la victoire de la paire Coelho et Tapia juste là. Un commentaire, Nicolas, sur cette finale? C'était exceptionnel, hein. Tant au niveau des femmes que des hommes. Je pense que le public en a eu pour son argent. C'était une après-midi tout simplement unique et quand on voit la qualité du jeu, voilà, ça fait rêver et on espère un jour pouvoir voir une paire belge en finale de Bruxelles, même si le chemin est encore long, mais il faut y croire et il faut continuer à se donner les moyens pour y arriver. Germain, vous avez eu l'occasion d'aller à Bruxelles? Non, malheureusement pas. J'avais envie, mais bon, la semaine passée, c'était pas possible pour moi. Mais j'espère pouvoir y aller l'année prochaine parce que, comme je disais à Nicolas avant l'émission, les images donnent vraiment envie. Ça avait l'air plein toute la semaine. Puis le cadre est vraiment magnifique. L'endroit est superbe, donc ça donne vraiment envie. Ouais. Oui, l'ambiance aussi. On sent qu'il y a vraiment beaucoup d'ambiance à travers ces images. On a un public belge qui est festif et épicurien, donc les soirées, il faut s'accrocher, quoi. C'est assez sympa. Ouais. Donc, le paddle, est un sport convivial, je pense, qui rassemble. Et donc, ce qu'on vit dans les clubs, on le vit là-bas aussi, très très festif. Les gens viennent même en car, donc on a des cars qui étaient organisés par les clubs. Et donc voilà, on peut que s'en réjouir. Ouais. C'est chouette de pouvoir compter sur de tels fans en tout cas. Alors Germain, on le disait, après une carrière de joueur, vous êtes passé de l'autre côté du filet. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette nouvelle profession d'entraîneur ? Tout d'abord, la passion du tennis. Je voulais pas quitter ce monde-là une fois que ma carrière s'est achevée. Je pense que j'y avais toujours pensé déjà en jouant. J'aimais beaucoup discuter avec les autres, analyser le jeu, toutes des choses, suivre les résultats, suivre le circuit de manière plus générale, pas juste mon côté, je vais dire. Et donc voilà, dès que j'ai arrêté, j'ai commencé à coacher, tout d'abord sur le circuit féminin avec Janina Wickmeyer. Une super joueuse qui avait été 12 ou 13e mondiale. Donc j'ai eu cette chance pour commencer directement. Donc j'ai pas hésité du tout, je me suis lancé. Et c'est quelque chose, comme je disais, qui m'a toujours passionné, de pouvoir transmettre, de pouvoir apprendre, parce que je pense qu'avec chaque joueur, c'est différent. Et voilà, c'est surtout rester sur ce circuit, rester dans ce monde qui est ma passion depuis tout petit.
Oui, donc vous parlez de Yanninet, il y a également eu Isaline Bonaventure, David Goffin, actuellement Gauthier Onclin. Qu'est-ce que vous retenez de ces différentes personnalités ? Beaucoup de choses. C'est vrai que ça fait déjà plus de 6 ans maintenant que j'ai arrêté, donc ça va assez vite. Je pense qu'avec chaque joueur, on apprend. Chaque joueur est différent, caractère, jeu, voilà, sur le terrain, en dehors du terrain. Je pense qu'on apprend avec chacun, et c'est ça qui me fait me sentir aujourd'hui aussi meilleur comme coach, parce que je pense qu'avec chaque expérience, voilà, il y a son lot de surprises, de belles choses, de moins belles choses, et on apprend beaucoup. Voilà, j'ai d'abord commencé sur le circuit féminin, qui était différent de ce que je vis aujourd'hui sur le circuit masculin, mais je pense que ça m'a aussi aidé dans beaucoup de choses. Donc voilà, je retiens beaucoup de positifs de chaque expérience, et j'essaye de les emmener avec moi à chaque fois que je commence un nouveau projet. Oui, parce que finalement, l'entraîneur amène des choses forcément, mais les joueurs aussi peuvent amener à l'entraîneur. Oui, en tout cas à ce niveau-là, c'est souvent, comme je dis, du 1 sur 1, donc c'est une relation coach-joueur sur du full-time, souvent. Et donc voilà, ça reste quelque chose de très humain, et on apprend beaucoup du joueur. On essaye de lui donner, mais on essaye de prendre aussi ce qu'on peut prendre, et d'avancer ensemble, et de prendre ça après, comme je disais, sur les projets suivants. J'ai eu la chance de travailler aussi avec 1 ou 2 étrangers. C'est encore quelque chose de complètement différent, un Français, un Anglais. Voilà, je pense qu'il y a des mentalités différentes, il y a des âges différents aussi. Donc c'est vraiment très enrichissant. Il faut s'adapter à chaque fois. Oui, c'est une adaptation. Je pense que chaque coach a un peu son style, a sa personnalité, et je pense qu'il faut en avoir, mais c'est très important d'avoir aussi cette capacité de s'adapter aux joueurs, et de pas agir tout le temps de la même façon. Je pense que chaque être humain est différent, et donc il faut vraiment pouvoir sentir les choses et tirer le meilleur de chacun. Alors vous avez coaché David Goffin, ici, qui venait de réintégrer ce top 50 avant cette blessure à Madrid. Qu'est-ce que ça représente pour un joueur d'avoir un parcours parfois en dents de scie comme ça, comme il a pu avoir notamment aussi lors de sa saison 2024? Oui, je pense que David a une carrière exceptionnelle. Voilà, c'est de loin le meilleur joueur masculin qu'on n'a jamais eu en Belgique. Puis moi, voilà, je le connais très très bien. C'était depuis tout petit un de mes meilleurs amis. Donc quand on a commencé à travailler ensemble, on avait une relation déjà très très, très particulière. Vous avez grandi ensemble. Voilà, et quand on a commencé, c'est sûr qu'il était peut-être dans une passe un peu plus compliquée de sa carrière. Il avait eu des blessures au genou, il avait eu quelques soucis. Il était dans une confiance qui était un peu moins élevée que ce qu'il avait connu quand il était dans ses années phares, quand il a atteint la finale du Masters, les finales de Coupe Davis, le top 10. Donc voilà, mais je pense que David est quelqu'un qui adore le tennis, et puis qui est toujours dans le top 50 au monde. Donc, parfois les gens ont une tendance à critiquer beaucoup David, ou à se demander pourquoi il n'arrête pas, mais il reste quand même dans le top 50 au monde, ce qui est déjà exceptionnel pour tout joueur de tennis. Donc il n'y a pas de raison qu'il arrête quand on est encore au top. Et voilà, on a encore vu, il a encore battu récemment Carlos Alcaraz. Il y a encore plein de choses à montrer. Oui, voilà. Alors peut-être certes qu'il sera moins constant qu'avant, peut-être qu'il n'ira plus aussi loin dans les tout gros tournois, mais quand on est top 50 au monde et qu'on est encore capable de battre des membres du top 10 de manière quand même, je ne vais pas dire régulière, mais ça arrive quand même plusieurs fois sur l'année. Il avait battu Zverev en fin d'année passée, il a battu Alcaraz ici, encore Shelton, donc des joueurs du top 20, c'est des super victoires. Donc voilà, c'est super de voir qu'il est quand même de retour dans le top 50, parce que pour moi sa place elle est là, et il aurait presque jamais dû le quitter, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est la vie, c'est les blessures, c'est parfois la confiance, mais c'est top pour lui aujourd'hui. Oui, et puis ça n'arrive pas évidemment qu'aux autres. On a Raphaël Collignon qui s'est retiré ici du Challenger de Mauthausen pour un état grippal, lui qui venait justement d'empocher un nouveau titre à Monza. On a vraiment quand même le sentiment, avec de tels joueurs, d'un renouveau peut-être aussi pour le tennis belge masculin. Oui, clairement, en tout cas, il y a Zizou Berks du côté flamand qui a fait... et maintenant, il y a Raph qui est quasiment 80e mondial.
Je pense que même on en parlait pour David, c'est très bien aussi de sentir qu'il y a ces jeunes qui arrivent. Je pense que aussi les attentes parfois sont un peu, à un certain moment il y en avait plus que pour David, et quand David n'était pas là, c'est lui qui prenait un peu tout le poids du tennis belge sur les épaules, n'ayons pas peur des mots. Et là, je pense que le fait qu'il y ait Zizou, qui est aussi installé plus ou moins comme David aux alentours de la 50e place mondiale, qui est même maintenant vraiment un joueur assumé du top, qui gagne régulièrement ses matchs dans les tout gros tournois, et un joueur comme Raphaël qui lui découvre un peu le grand circuit, parce qu'il est monté, il est 80e mondial, mais en jouant beaucoup de challenger. Il a été super impressionnant l'année passée, en gagnant énormément de matchs sur les circuits un peu secondaires, d'abord les futurs parce qu'il venait de loin, puis les challengers. Ce qui était super, parce que monter autant en un an, il a gagné énormément de matchs. C'est quand même une performance incroyable. Et maintenant, il va vraiment découvrir les tout gros tournois. Et je pense que ça fait du bien, de un, pour le tennis belge, et comme je disais aussi à David, de sentir qu'il y a cette jeunesse qui vient un peu l'aider à reprendre le flambeau. Le pousser un petit peu, vraiment ça. Alors Zizou, vous en parliez, donc il n'est pas très loin de David. Quel est votre regard sur sa progression ? Il a une belle progression, Zizou. On en avait parlé très jeune, parce qu'en junior, il avait très bien joué. Puis il a eu un petit peu de mal à décoller, au début du circuit pro. Mais c'est quelqu'un qui est très ambitieux, qui croit en lui. Et je pense que c'est très important dans le sport individuel. C'est quelqu'un qui se donne les moyens. Tout comme David le faisait à l'époque, dans un style différent. Mais c'est des joueurs qui investissent dans leur carrière, dans leur staff. Et je pense que ce qu'il est en train de vivre, c'est solide, c'est construit. Il s'est entouré maintenant de Christophe Ligon. Je pense que c'est un très bon choix également pour lui. Et c'est un joueur qui a des qualités physiques impressionnantes. C'est vraiment une bête, comme on dit, capable de servir très fort. Il a une bonne mentalité, c'est un guerrier. Donc je pense qu'il est bien installé là, et qu'il va encore monter, et qu'il pourrait vraiment nous surprendre à l'avenir, et qui peut vraiment s'installer dans le top 50 pour des années. En parlant de staff, Gauthier Onclin, que vous entraînez, on peut dire il est en feu en ce moment. Est-ce que c'est finalement une progression qui est optimiste pour Roland-Garros comme objectif ? Oui, je pense que Gauthier fait de très belles choses en ce moment. Il avait super bien commencé l'année en se qualifiant à l'Australian Open pour la première fois pour un tableau final de Grand Chelem. Malheureusement, après ça, il a été un peu freiné par des blessures. Et là, dernièrement, depuis le début de la terre battue, il est de retour. Il avait gagné déjà des matchs très encourageants sur le circuit Challenger. Et là, il avait décidé de faire un petit tour dans des tournois un peu plus bas, donc des futurs, des $25 000 en Sardaigne. On voit la photo où j'étais avec lui. Et il a gagné le premier, ce qui était très important pour lui, pour s'assurer en tout cas les qualifs de Roland-Garros qui arrivent là, et se donner de bonnes chances d'être aussi à Wimbledon. Donc voilà, il est aux alentours de la 200e place mondiale. Là, il a encore gagné hier un très bon match. Donc je pense que il y a des choses très intéressantes pour lui. Il a des super qualités, mais il a aussi quand même pas mal de choses qu'il peut encore vraiment améliorer. C'est ça qui est très encourageant. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute, et donc très agréable de voyager avec lui. Travailler. Pour un joueur justement de ce niveau, que représente une qualification en Grand Chelem ? C'est énorme. Je veux dire, les 4 Grands Chelems, c'est les tournois pour lesquels les gens commencent à jouer au tennis. C'est ceux qui font rêver, c'est ceux qu'on voit à la télé. Roland-Garros, Wimbledon, il ne faut plus les présenter. Et donc voilà, donc déjà pouvoir aller dans ce tableau final avec les meilleurs, jouer des matchs au meilleur des 5 manches, c'est quand même un format différent, une ambiance différente. Et puis, il ne faut pas le nier, financièrement, c'est des tournois qui sont bien au-dessus de la moyenne des tournois de l'année. Et ça change quand même, surtout pour quelqu'un comme Gauthier, qui est autour de la 200e place mondiale. Jouer un tableau final de Grand Chelem, c'est énorme au niveau de ce qu'il peut gagner pour réinvestir dans sa carrière. C'est super. Vous revoyez il y a 10 ans ? Oui, ça fera justement dans un mois 10 ans que je me suis qualifié à Roland, donc c'était un peu le même genre de situation que Gauthier est en train de vivre là. Je lui souhaite d'aller plus haut que ce que moi j'ai fait. Face au Français Gasquet, c'est ça ? Oui, mais je parle même au niveau classement. Je pense que lui, il est 200e. On en avait rigolé. Moi, j'avais été 180, donc à lui de faire le petit step pour me dépasser. Mais non, je pense qu'il a quand même encore une belle marge de progression. Et voilà, moi, j'essaie de l'aider, tout comme Steve et la Fédé l'aide également. Donc je pense que c'est un projet qui est sympa. Voilà, il est un peu derrière Raph, mais il a des belles choses à montrer, des belles choses à donner, et je pense qu'il peut encore monter au classement.
Alors, un petit peu avant ça, côté tennis, on peut aussi parler des interclubs ETIAS qui ont commencé un petit peu partout. Oui, les interclubs, c'est à tout niveau, que ce soit même niveau professionnel, il y a des super interclubs, mais voilà, dans les clubs, en tout cas, c'est ce qui représente, je trouve, à mes yeux, le tennis dans les clubs. Moi, j'ai grandi tout d'abord en suivant mon papa en interclub. Je pense que les interclubs, c'est une super ambiance, c'est ce qui fait pousser les gens aussi à faire des compètes tout d'abord. Je pense que ça se voit aussi même au paddle. Oui, Nicolas, vous rejoignez peut-être les interclubs, c'est hyper prenant, les gens jouent en équipe, c'est une autre mentalité, c'est souvent le samedi, le dimanche, c'est assez festif, comme on disait en Belgique. C'est convivial finalement, et aussi au niveau paddle, parce qu'ils sont en cours ancienne. Oui, sur un club comme Garissard, on a une trentaine d'équipes d'interclubs, donc oui, c'est quand même pas mal. Et pareil, je pense que les gens recherchent la convivialité et puis c'est gai parce qu'ils peuvent monter au niveau de leur classement et donc là dit représenter les couleurs du club. Donc on est dans la même lignée que le tennis, donc c'est top. Donc je vous le disais en début d'émission, Service Gagnant, c'est du tennis, c'est du paddle, mais c'est aussi du pickleball, un sport qui est en plein essor. Et nos confrères de TéléMB sont d'ailleurs allés tester leurs raquettes. On regarde ça tout de suite. On se retrouve ici au TC Havre pour une initiation au pickleball. Et vous le voyez, de part et d'autre, on joue déjà. Je vais me changer et on va vite aller les rejoindre. Allez, on va voir Marie-Paul, c'est la présidente du TC Havre. On va en savoir un peu plus sur pourquoi du pickleball ici. Alors bonjour Marie-Paul. Bonjour. On a envie de savoir pourquoi vous avez décidé de mettre le pickleball à l'honneur ici au TC Havre. Mais pourquoi pas déjà? Pourquoi pas pour être un peu plus original que tous les autres. Tennis, du paddle et nous le pickleball. Je trouve ça très ludique, donc c'est très agréable pour tout le monde. On a l'impression de jouer au ping-pong, mais sur la table. Donc ça fait un petit peu le jeu ping-pong, tennis, tout est mélangé. Le paddle, il n'y a pas les vitres autour, mais bon, voilà. Vous pensez que je peux aller essayer? Oui, vous pouvez essayer sans problème. Allez, magnifique. Bon, on va essayer ça. Merci. Pickleball, c'est un sport de raquette qui se joue en simple et en double. Première équipe à 11 points. Le but, il est stratégique, c'est de prendre patience en attendant que l'adversaire rate, de surtout éviter de lever la balle pour ne pas que l'adversaire puisse faire une volée et de travailler en collaboration. Voilà. Très bien, on y va, on en refait une. Ouais. Moi je trouve ça un jeu très ludique par rapport au paddle, un mélange de squash, tennis. J'ai pas trop de technique en tennis. Ici je m'en sors bien, je trouve ça génial. Donc merci pour la découverte. Oui, c'est vraiment super chouette. C'est la première fois que j'arrive à emmener ma femme faire du sport depuis 20 ans, donc c'est super. Elles sont convaincues. Bon plan. Bah ouais, elles sont convaincues. Franchement, ça y est, on va être sportifs. De nouveau sportifs. Elle est belle. Oh, oui. Elle était pas mal celle-là. Elle est pas mal celle-là. Franchement, bien joué. Voilà. Vous avez vu le suivi? Et puis au final, pour quelqu'un qui n'a pas de niveau comme moi, on s'en sort très bien aussi. Voilà. Et donc on s'amuse sans technique. Voilà. Bon voilà, pour la partie pratique, pour moi c'est terminé. On va retrouver Patrick Aumont qui est responsable du pickleball en Belgique et va nous en dire un peu plus. Bon, voilà, on a envie de savoir, est-ce que le pickleball, ici ça a attiré pas mal de monde, on a envie de savoir, est-ce que ça va être la future tendance du sport de raquette? Je pense que ce sera une des futures tendances, parce qu'il y a le paddle qui continue à vraiment bien grandir, il y a le tennis qui est toujours le deuxième sport largement derrière le football, et il y a le pickleball, il suffit de regarder, ici il y a une quarantaine de joueurs pour une initiation, on voit que la plupart, même tous, n'avaient jamais joué au pickleball et ils font déjà des points, donc c'est hyper ludique, on s'amuse très vite, on est très vite compétiteur, donc oui, ça va être une des tendances de sport de raquette. Allez, super, merci Patrick. Merci à vous. Bon, quant à nous, on va se retrouver tout de suite en plateau. Moi, je vais vous laisser et je vais repartir jouer, taper 2-3 balles. Merci à TéléMB pour ces images. Germain, l'essor du pickleball, qu'est-ce qu'on en pense?
Pour être honnête, je n'ai jamais joué, moi. J'en ai souvent vu quand j'ai voyagé avec David aux États-Unis. On regardait ces gens, c'était pas encore vraiment connu ici, ça fait déjà quelques années. Du coup, ça m'a toujours intrigué. J'aimerais vraiment bien essayer, donc je vois qu'il n'y en a pas loin dans la région, donc je vais essayer d'y aller à la prochaine initiation. Et vous, Nicolas ? C'est positif. Je pense que, comme je le disais là tout à l'heure, je pense que c'est une activité complémentaire dans les clubs à d'autres activités de raquettes. Et donc moi, je vois plutôt d'un bon œil l'arrivée du pickleball. Et voilà, on est sur des tendances aux États-Unis ou outre-Atlantique où ça explose et où il y a beaucoup de joueurs. Est-ce que ce sera le même phénomène en Europe? Gros point d'interrogation, mais je vois ça plutôt d'un bon œil en termes de complémentarité par rapport aux deux autres sports de raquettes. Est-ce que vous avez pour objectif d'installer justement des terrains de pickleball dans vos clubs ou ailleurs? On en a mis du côté d'Arlon, pas encore en grande quantité, donc on est en train de tester le modèle, mais pourquoi pas, oui, il y a des endroits, en tout cas, si on a la place, pourquoi pas tester et amener ce sport parmi les autres, tout à fait. Voilà, c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode de Service Gagnant. Merci à vous deux d'avoir été présents aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci évidemment aux équipes de TéléMB qui assurent le bon déroulement de cette émission, ainsi qu'aux autres médias de proximité. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Service Gagnant. Et d'ici là, bonne fin de semaine.